Et c'est sûr que c'est toujours tentant quand on a un peu d'argent à investir de s'en occuper soi-même. Hein? Puis on voit beaucoup de gens, investisseurs, petits et grands, se dire je sais mieux faire que ces experts du domaine. Fabien Major, tu nous dis que ce faisant, on néglige peut-être l'aspect le plus important pour faire de l'argent. C'est quoi l'aspect le plus important pour faire de C'est le l'argent? temps. Oui. Le temps, c'est la guérison, c'est le bon vin, bon fromage. Ben, on sait que tout ce qui est artistique exige du temps, mais c'est la même chose avec les investissements. C'est le facteur à déterminer parce que si vous n'avez pas de temps, ça vaut pas la peine de faire l'investissement. Mais on vit toute une époque en ce moment. C'est clair, avec TikTok, avec Tinder, c'est l'instantanéité. Et puis, on scrolle à peu près tout, y compris nos investissements. Puis, j'ai cherché dans les derniers jours, c'est quoi le temps de détention moyen d'un FNB, d'un titre boursier? Ben, c'est incroyable. On a 5 mois. Ça, c'est C'est pas très long. c'est le long terme. Mhm. C'est le long terme. Oui, mais comme tu le dis, évidemment, si on détenait ça pendant 10 ans à la place, il y aurait de meilleures chances de faire des rendements. Certains, justement, tu parles de TikTok, certains parlent de la TikTokisation de l'investissement. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour échapper à ça, si tu avais un conseil à donner? Ben d'abord, ça prend un plan, ça prend des objectifs. Un plan, c'est pas compliqué. C'est la même chose que d'aller au Mexique en auto. Il faut avoir des étapes, il faut louer ses chambres d'hôtel, il faut avoir des points de vue qu'on veut regarder en chemin pour que le voyage soit en somme assez agréable. Mais c'est la même chose avec un plan financier. Il faut avoir des objectifs, comme par exemple acheter un chalet dans 3 ans, finir le garage. Ça peut aussi être cesser de travailler ou devenir autonome financièrement à 57 ans. Pour beaucoup Ça... d'auditeurs, ouais. tu peux t'imaginer, Fabien, juste acheter une première maison, là, en tout cas autour de moi, puis je pense que parmi Oui. les auditeurs, il y a beaucoup ce projet-là là, qui est évidemment de plus en plus difficile à atteindre pour de nombreux Québécois. Et ça fait partie justement de ces plans, entre guillemets, à long terme qui peuvent s'élaborer sur de nombreuses années. Là. Oui, exactement. Et on découpe cet objectif final peut-être en plus petite strate et on est en mesure d'atteindre certains objectifs. Il y en a peut-être une dizaine avant d'arriver à son but, mais il faut absolument être patient pour réussir à faire un peu d'intérêt. Les données, donc, fait qu'il y a quelques années, je pense dans les années 60, 70, on détenait des placements pendant 5 à 8 ans. Après ça, ça a fondu 10 mois. Les dernières données, c'est 5 mois et il y a des fonds d'investissement dont la durée de détention ne dépasse pas 8 jours. Et ça, c'est pas possible. C'est que les gens vont réagir en fonction de l'actualité en disant « Ah, je pensais que c'était un bon placement, mais il n'y a rien fait pour moi. » là. Après 8 jours. Ouais. Après 8 jours. C'est quand même incroyable. Un peu Mais non, particulier. il faut investir un petit peu plus longtemps pour voir des résultats. Dans une année, 75% du temps, les marchés sont positifs. Mais il y a 25% du temps, ça peut être très décevant et il faut tenir son bout, il faut passer à travers cette année-là. Et plus le temps s'écoule, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben les résultats sont presque toujours positifs. Sur 10 ans, c'est tout le temps positif ou quasiment, sauf dans des secteurs donnés. Mais c'est évident que les intérêts composés ça nécessite du temps, faut jamais l'oublier. Et si on n'en a pas, ben on laisse son argent à la banque. Au mieux, on rembourse ses dettes. Tu parlais tout à l'heure, Fabien, de plan financier. Je sais que, parce qu'on en avait déjà parlé, toi et moi, que tu es planificateur financier. C'est un titre là, réservé au Québec. À quoi ça ressemble faire son plan financier? Est-ce qu'on a absolument besoin d'un gars comme toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut bidouiller soi-même? C'est deux, trois éléments là, qu'on pourrait vouloir mettre dans un document comme celui-là. Ouais, ben quand c'est très complet, un plan complet touche à 7 éléments. Il y a les aspects fiscaux, c'est-à-dire est-ce qu'on est marié ou pas, est-ce qu'on est incorporé ou pas. Il y a toutes sortes de trucs qui sont reliés à la loi, ça le dit, les aspects fiscaux. Il y a l'aspect fiscal au niveau de l'imposition. Il y a la retraite, la succession, il y a les protections, les investissements, le budget, mais pour une personne, évidemment, tout ça, ça fait une vision 360 degrés de sa situation, puis on projette dans le temps les données. Mais il y a des normes à suivre. Les normes de projection, par exemple, à chaque année, ben, il y a un panel avec des experts, des actuaires, des analystes financiers qui déterminent comment on fait les projections. Est-ce qu'on se sert de 12-13% ou des résultats du beau-frère qui fait toujours 25% par année? Ouais, ouais.
il y a des normes là-dessus et il faut les suivre. Quelqu'un qui tente de faire lui-même son plan financier, ça se peut, comme il y en a qui construisent eux-mêmes leur maison. Des fois, ça suit les normes, d'autres fois, peut-être pas tout à fait. Puis dans ce temps-là, ben on se fie plus à son flair plutôt qu'à des Et ça trucs. revient à ce que tu nous disais, ultimement, ça prend du temps. Hein? Oui, Pour moi-même, être en train pour m'être lancé dans un petit projet de construction moi-même, oui. justement, récemment, pour faire une analogie avec les finances, je pourrais le déléguer à quelqu'un qui fait de la construction. Je suis sûr que ça serait déjà fini. C'est de même pour un plan financier. Il y a des gens qui connaissent ça mieux que nous. Je voulais terminer rapidement à parler des banques canadiennes. Hein? On sait au Canada, Fabien, on est pas mal servi, mais on a un très petit nombre de joueurs. On appelle ça souvent un oligopole, hein? C'est-à-dire qu'il y a 5, 6 grands joueurs qui font pas une concurrence très forte, là, on va se le dire, comparativement à d'autres pays, aux États-Unis notamment, où tu as des centaines, des milliers de banques, la concurrence est plus forte. Et tu dis, c'est une taxe, en fait, déguisée pour les Canadiens. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, c'est la voix de Michael Katchen, qui est le directeur général, le DG de Wealthsimple, qui, en conférence, a comparé justement le secteur bancaire canadien à une taxe de plus, puisque c'est un incontournable, ça nous prend un compte de banque. Et puis, comme les frais sont assez nivelés partout, il y a comme un minimum, donc, qu'on paie partout, qui est très élevé si on le compare au reste de la planète. Et c'est Katchen qui, lui, disait que c'est exactement comme une taxe, puisque notre système désavantage les consommateurs canadiens. Il y a beaucoup de paperasse quand on veut faire fructifier son argent. Et puis, les banques, chaque succursale tente bien sûr d'attirer les consommateurs vers ses produits. Et les produits sont relativement limités. Les frais peuvent être élevés ou, dans des cas, ne donnent pas un intérêt qui est justifié. Katchen, lui, a ouvert avec sa compagnie Wealthsimple, des comptes de banque qui sont en fait une multiplication de sa capacité. C'est-à-dire que lui-même a ouvert dans la compagnie 10 comptes dans des grandes banques et les meilleurs taux, il les refile aux déposants de Wealthsimple. C'est comme ça qu'ils arrivent à offrir des bons taux. Puis là, ils vont lancer des cartes de crédit avec des taux qui sont bien en deçà des 10% pour vous dire qu'il est possible de concurrencer, mais il faudrait un peu d'aide, puis certainement, je crois, des poussées par certains législateurs. Puis il y a Doug Ford qui, en Ontario, lui, veut absolument qu'il y ait davantage de concurrence et salue justement ce genre de déclaration. Wealthsimple, d'ailleurs, pour revenir à ton premier sujet, qui est l'une de ces entreprises qui a rendu vraiment facile d'acheter et de vendre des titres et des fonds négociés en bourse. Hein. Donc, je sais pas, dans ce cas-ci, ils font peut-être partie de la solution, mais par rapport à ton premier sujet, ils font un peu partie du problème. Fred Bastien, qu'est-ce que tu fais de tout ça, toi? Mais je me demandais, Fabien, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a si peu de banques au Canada? Est-ce qu'on essaie de se protéger? Il y a des régulations supplémentaires qui empêchent des banques étrangères de venir ou d'autres banques de pousser ici? Qu'est-ce qui explique là, cette différence? Oui, bonne question. Ça fait à peu près 200 ans que le système bancaire canadien ressemble à ce qu'il est, mais dans les années 80, qui sont chères à ton existence, ben, il y avait le premier ministre de l'époque qui a libéralisé et qui a permis aux banques canadiennes d'acheter des compagnies de valeurs mobilières, d'acheter des compagnies d'assurance, puis d'avoir comme ça des tentacules. Et c'est là que nos banques sont devenues ultra puissantes, plus puissantes que des banques américaines et des banques européennes. Et aujourd'hui, c'est très, très, très difficile à rattraper. Je pense que Desjardins y parvient. Le nombre de joueurs, c'est la réglementation qui est archi sévère et aussi les réserves financières qui sont immenses. Il est clair que les banques canadiennes sont plus solides qu'une majorité de banques américaines. On en est fiers quand il y a une crise, mais quand il n'y en a pas, ben là, on mange nos bas un peu, hein. Ouais. D'ailleurs, je voulais t'entendre un peu là-dessus en conclusion, Fabien, mais Wealthsimple, tu les cites comme critique des grandes banques canadiennes, mais ils viennent étrangement justement de se lancer eux-mêmes dans le domaine des cartes de crédit, des comptes chèques, etc. Est-ce que tu as espoir que ça ajoute un petit peu de concurrence peut-être sur le marché des institutions financières canadiennes? Oui, mais le poids, c'est débalancé. Tu vois, il administre quelque chose comme 70 milliards. On va dire, c'est beaucoup, 70 milliards pour Wealthsimple, oui, mais nos banques, c'est des 700, des 1000 milliards, des 2000 milliards. On n'est pas du tout à la même échelle. Et les banques sont rusées et elles ont aussi un capital de sympathie par leurs actionnaires, puisque le dividende est très élevé. Et ma foi, ça prend des décennies pour changer peut-être la vitesse ou la perception.
Donc, il ne faut pas attendre une révolution Wealthsimple dans le domaine des services financiers personnels là, de sitôt. Je pense pas. Mais au fur et à mesure que le consommateur de produits financiers devient un peu plus, je dirais, connaissant et puis curieux, on va donc ouvrir nos horizons et constater qu'il y a beaucoup de concurrence par les compagnies d'assurance, par exemple, et puis des compagnies, des fiducies de toutes sortes. On a du choix au Canada, mais malheureusement, le consommateur va au plus facile et utilise son ketchup Heinz, alors qu'il y en a du meilleur. Hein? J'aimerais d'ailleurs rappeler en conclusion qu'il y a quelques années, la banque, je pense, néerlandaise ING avait créé Tangerine, qui se voulait un petit, justement, start-up, un peu agile, avec peu de frais, des bonnes rémunérations des dépôts. Et première chose qui est arrivée, Scotia a mis la main là-dessus. Et ça s'est joint au grand conglomérat, au grand oligopole des banques canadiennes. Fabien Major, je rappelle que tu es planificateur financier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. Puis évidemment, on te retrouve demain pour la prochaine chronique finance. Bonne soirée.